Alors, Béatrice Roeder le disait, je centre mon travail et mes recherches sur la construction des espaces sociaux, des espaces urbains, en tentant d'essayer de comprendre comment ces espaces sont construits à partir de l'observation des pratiques qu'ils accueillent, des pratiques économiques, politiques, qui s'exercent sur cet espace. J'ai donc une approche de l'urbain qui est fortement marquée par l'espace, et j'essaierai de le montrer ce soir. Un espace que je qualifierais, alors évidemment il s'agit de la Seine, on peut parler aussi d'un espace fluvial. C'est une qualification assez générale, mais tout l'objet justement du travail et de la recherche est d'essayer de montrer quelles sont les spécificités de cet espace, en s'intéressant donc à la fois aux pratiques, qui travaille et qui vit sur le fleuve, aux aménagements, quelles vont être les transformations envisagées, projetées et éventuellement réalisées, et à ce que les historiens abordent régulièrement, les représentations qui peuvent prendre toutes sortes de formes, que ce soit des images, des discours, ou même un imaginaire de façon plus générale, un imaginaire collectif. Alors, je suis donc historienne de formation initiale, assez classique, et après un passage à l'université de Paris 13, où j'enseignais l'histoire, effectivement, j'enseigne et je fais surtout mes recherches aujourd'hui au sein de l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, qui donc historiquement est un établissement qui existe depuis 1946, qui est une scission faite avec l'école pratique des hautes études. Et les protagonistes de cette scission et de cette émancipation revendiquaient à l'époque, et c'est toujours un peu, je dirais, le flambeau de l'école des hautes études en sciences sociales, la pratique d'une interdisciplinarité dans la construction des objets de recherche. Alors, comme j'ai aussi enseigné à l'université, je peux mesurer effectivement, d'un côté, c'est pas systématique, certains cloisonnements, d'autres, à l'école des hautes études, d'autre part, une forme de circulation entre les disciplines, entre les collègues. Donc, je pratique, et mes outils principaux sont les outils de l'histoire, et notamment le travail en archives, mais la façon de poser les questions et la façon de faire est redevable, il me semble, d'autres disciplines, que ce soit principalement la sociologie et l'anthropologie. J'ajouterai, puisqu'il s'agit peut-être de situer aussi mon propos et ma formation, j'appartiens aussi à un comité de rédaction d'une revue qui s'appelle Genèse, Histoire et Sciences sociales. Et dans ce comité, Genèse est une revue qui a un objectif, effectivement, de dialogue entre les disciplines. Donc c'est pour moi encore une occasion de collaborer et d'échanger avec des collègues d'autres disciplines. Alors pour ce soir, donc, je vais centrer mon propos, et l'enquête dont je vous parlerai est celle donc, des relations entre Paris et la Seine. Et je commencerai dans un premier temps, puisque la Seine nous est familière, nous sommes tout proches, mais à partir de ce plan, il y a de très très nombreux plans de Paris, évidemment. Là, j'ai fait un zoom sur la partie centrale, je dirais, de la Seine au cœur de la ville, donc un plan du milieu du XVIIIe siècle qui vient des archives nationales, présenter quand même très succinctement cet espace, et marquer surtout les différences par rapport à ce qui existe aujourd'hui. On peut constater d'abord qu'il y a 3 îles, c'est-à-dire qu'à l'époque, donc voilà, avec la souris, je vais essayer de préciser un peu. À l'époque, il y a donc une île qui aujourd'hui n'existe plus, c'est l'île Louviers, qui a été rattachée au milieu du XIXe siècle à la rive droite, qui aujourd'hui correspond en gros au quai Henri IV, et qui, vous le voyez, c'est aussi l'intérêt de ce plan, c'est pour cela que j'ai choisi celui-ci, figure un certain nombre finalement d'activités auxquelles je ferai référence. Et vous voyez que l'île Louviers est donc n'est pas urbanisée à l'époque, et qu'elle est simplement, elle sert de dépôt et de vaste marché de bois. Donc ici l'île Notre-Dame ou île Saint-Louis et l'île de la Cité. Il y a une 4e île, malheureusement, pour pouvoir faire un zoom qui permette d'expliquer quelque chose, j'ai dû faire le sacrifice de la 4e île qui existe encore à l'époque et qui est donc ici à l'ouest de la ville. C'est l'île des Cygnes, qui n'est pas l'île des Cygnes qui existe aujourd'hui, qui est une reconstitution. L'île des Cygnes qui était une île très longue et qui bordait la rive gauche le long du
quai d'Orsay, une île à laquelle je ferai référence à certains moments. On peut constater aussi, évidemment, cette présentation générale, le nombre de ponts qui sont évidemment beaucoup moins nombreux qu'à l'époque, hein, puisque vous avez finalement sur cette image la totalité des ponts dans la ville, à l'intérieur de la ville, donc le pont Royal, hein, et puis ici le pont Neuf. J'ajouterai tout de suite que les ponts, les lignes de ponts majeures, hein, de l'époque, qui sont finalement les lignes qui ont peu varié depuis le Moyen-Âge, c'est donc le pont au Change qui se poursuit par le pont Saint-Michel, le pont Notre-Dame qui se poursuit par le Petit Pont, en précisant que ces ponts sont à l'époque, au milieu du XVIIIe siècle, encore des ponts construits. Donc simplement pour vous donner quand même une idée, une image donc assez classique du milieu du XVIIIe siècle de ce qu'est un pont construit, c'est réellement 2 rangées d'immeubles qui bordent le fleuve, avec, qui bordent le pont, pardon, avec donc des appendices et des cabinets qui ont la chance de bénéficier de la Seine pour toutes sortes d'écoulements. Sur cette image, vous avez aussi, donc c'est le pont Notre-Dame, la présence, j'y reviendrai, de la pompe du pont Notre-Dame qui prélevait l'eau et qui permettait donc une distribution de l'eau dans les fontaines, principalement à l'époque. On voit aussi ici un moulin, hein, il y a encore quelques moulins résiduels, mais qui sont encore présents et qui, vous le voyez, s'installent de préférence sous les arches du pont pour bénéficier de l'accélération du courant. Donc la majorité des ponts sont encore construits, c'est le cas donc du pont Notre-Dame, du pont au Change, du pont Saint-Michel, le Petit Pont. Le pont a perdu ses maisons au début du XVIIIe siècle. Il y a eu un incendie qui a fait brûler les maisons, donc elles n'ont pas été reconstruites. Il y a 2 autres ponts, mais qui ne servent pas à la circulation urbaine à l'époque. C'est le pont Saint-Charles et le pont aux Doubles, qui ont été totalement colonisés par l'Hôtel-Dieu, hein, qui se situe à l'époque au sud de l'île de la Cité, contrairement à la situation d'aujourd'hui, puisqu'il sera entièrement reconstruit par Haussmann au XVIIIe siècle, au nord de l'île. Et puis, donc, un axe de pont le long de l'île Saint-Louis, le pont Marie, qui n'a plus, lui aussi, que la moitié de ses maisons. Il les a perdues au cours d'une crue. Et puis, le pont de la Tournelle, qui, lui, n'a pas de maison. Voilà. Alors, une modalité de circulation entre l'île Saint-Louis et l'île de la Cité à l'époque, c'est le pont Rouge, ici, qui est un pont de bois à péage et qui est qui est très fréquenté et finalement assez peu robuste. Voilà pour la présentation un peu générale de cet espace. Donc, comme je le disais tout à l'heure, mon travail, effectivement, s'intéresse aux relations entre la Seine, le fleuve et Paris, et les Parisiens plus exactement. Et c'est donc un des premiers efforts qu'il a fallu faire dans cette recherche, à travers des archives qu'il a fallu aller récolter dans plusieurs fonds, principalement aux archives nationales. Il a fallu donc essayer de faire ressortir les spécificités du fleuve, en dehors d'une spécificité qui évidemment est évidente et ressort sur le plan, c'est sa spécificité physique. Cet espace est circonscrit dans la ville parce qu'il accueille toute une série d'activités qui lui sont propres et qui sont uniques dans la ville et qui font effectivement de la Seine un haut lieu urbain au milieu du XVIIIe siècle. À ce titre, mes travaux s'inscrivent dans une démarche que je qualifierais d'histoire urbaine, dans la mesure où, pour dire très très vite, ce n'est ni une histoire sociale, c'est-à-dire je ne m'intéresse pas seulement aux Parisiens ou à certains Parisiens, ni une histoire de l'architecture. Par contre, je tente, à travers diverses enquêtes, et notamment à travers celle-ci, de comprendre les corrélations et les interactions entre les habitants, qu'ils habitent ou qu'ils travaillent, et l'évolution du cadre bâti, hein, en prenant donc comme terrain la Seine. Alors, il n'en reste pas moins que la Seine marque profondément l'espace parisien à l'époque. Avec une dizaine de ponts, c'est une véritable coupure dans l'espace urbain.
Les deux rives accueillent des activités très différentes. Et il y a aussi une autre forme de coupure finalement dans l'espace urbain que représente, enfin inhérente au fleuve, c'est la présence donc des lignes de pont, hein, qui font que finalement il y a aussi des activités d'amont et des activités d'aval qui sont assez distinctes, hein. On ne traverse pas la ville par le fleuve de façon très commode à l'époque. Il y a plusieurs raisons à cela, mais on peut citer par exemple l'espace très réduit qui existe entre le pont au Change et le pont Notre-Dame, qui est qualifié d'ailleurs dans plusieurs textes de vallée de misère, en raison du nombre fréquent d'accidents qu'il y a. Pourquoi ? Eh bien tout simplement, les deux ponts n'ont pas été construits, les ponts parisiens ont été construits et reconstruits sans cesse, et au XVIIIe siècle, les deux ponts qui existent n'ont pas été construits au même moment, ils ont répondu à des contraintes techniques et à des exigences différentes, ce qui fait que les arches ne sont pas alignées, hein, et que par conséquent il y a beaucoup de courants et que les mariniers, s'ils s'aventurent à traverser la ville, doivent négocier le passage des arches. Il y a même des maîtres des ponts pour les aider à cette manipulation. Alors, l'inventivité des projets, hein, je ferai état que de certains ce soir, est très intéressante. Je parlais donc de la coupure que représente le fleuve dans la ville, à tel point que à côté de nombreux projets de ponts qui sont soumis aux autorités parisiennes et au roi, il y a aussi des projets qu'on peut qualifier de plus utopiques, hein, comme par exemple ici ce projet de Giraud, qui est une véritable finalement téléphérique, hein, qui permet de franchir le fleuve, un pont volant donc avec des cabines qui ressemblent tout de même à des bateaux et qui gardent la forme fluviale pour franchir la Seine. Alors, je voudrais, pour terminer l'introduction, rappeler rapidement 3 impératifs à partir desquels j'ai travaillé pour aborder ces relations entre les Parisiens et la Seine. D'abord, j'ai tenté de donner toute la diversité des relations qui existent entre les Parisiens et la Seine. La Seine est à l'époque un lieu d'expression de solidarité à l'échelle d'un quai ou à l'échelle d'un pont. De véritables communautés, j'ai montré les maisons qui sont sur les ponts. Il y a aussi encore des maisons qui ont les pieds dans l'eau et qui donc sont directement au-dessus du fleuve. Donc de véritables communautés qui sont très attachées au fleuve et à travers les différents projets de réaménagement et les documents qui sont produits à l'époque, on perçoit très bien cet attachement à l'espace fluvial et finalement les fortes résistances, j'y reviendrai, au changement. L'espace fluvial est aussi, à l'époque, milieu du XVIIIe siècle, un espace de légitimation politique. C'est un élément important. En effet, l'autorité parisienne à l'époque est dans les mains de celui qu'on appelle le prévôt des marchands, qui travaille avec un bureau de la ville, qui sont donc des échevins qui sont élus. Ce prévôt des marchands, au XVIIIe siècle, à l'époque il m'intéresse, son nom déjà nous donne un peu son origine, c'est une émanation de la corporation des marchands de l'eau, donc il y a un lien intrinsèque et originel très fort entre l'autorité parisienne à l'époque et le trafic fluvial, la corporation des marchands de l'eau qui donc s'occupait de l'approvisionnement de la ville au Moyen-Âge. Or, au XVIIIe siècle, il se trouve que le prévôt des marchands n'a presque plus de pouvoir dans la ville de Paris. Il ne lui reste plus comme prérogative précisément que la Seine et l'espace fluvial. Donc on va avoir un espace fluvial qui est aussi un espace finalement d'affirmation de cette autorité parisienne et cela va donner d'autant plus de relief à toutes les activités et à toutes les transformations que la Seine va connaître dans ces décennies. J'ajoute que depuis le XVIIe siècle, le roi de France a instauré dans la capitale une autre autorité qui est le lieutenant général de police qui est installé au Châtelet. Et la rivalité est très forte entre les deux hommes au XVIIIe siècle. Rivalité qui donne du sens à l'approche spatiale que j'ai adoptée dans ce travail,
dans la mesure où finalement on a un partage des compétences entre les deux hommes qui précisément passent par l'espace. Alors je citerai simplement, je ferai une ou deux citations tout de même pour donner un goût du XVIIIe siècle à mon exposé. Le guide, il y a de très nombreux guides qui permettent de visiter Paris à l'époque. Le guide de Thierry de 1786, guide des amateurs et étrangers voyageurs, qui décrit ainsi la police municipale. Monsieur le prévôt des marchands, les échevins et le procureur du roi et de la ville sont chargés de l'administration de la police municipale qui s'étend sur les ports, ponts et quais et les approvisionnements de cette ville qui se font par eau. Les approvisionnements de terre regardent le lieutenant général de police. Tout ce qui concerne la navigation de la Seine et autres rivières affluentes, la construction, l'entretien et la réparation des ports, ponts, quais, fontaines publiques, égouts et édifices publics, soit d'utilité, soit d'embellissement, les fêtes et réjouissances publiques, les revenus de la ville, la capitation, relèvent donc du prévôt des marchands. Donc vous voyez que ce partage est très précis, au point que par exemple quand il y a un feu d'artifice qui va être donné sur le fleuve, ce qui est assez courant au XVIIIe siècle, et qu'on installe des gradins pour accueillir le public, eh bien, si les gradins sont installés sur un quai en dur, c'est le lieutenant général de police qui a compétence. Si au contraire les gradins sont installés sur une berge, c'est-à-dire une pente douce vers l'eau, c'est le prévôt des marchands qui reprend ses prérogatives. Et je peux vous dire que dans les archives, les deux hommes sont très jaloux. Enfin, dernier point aussi qui est intéressant, c'est les relations entre activité fluviale et croissance de la ville. J'essaierai de montrer comment un certain nombre de décisions, notamment des décisions pour évacuer des activités installées en plein centre de la ville, vont aussi commander finalement l'urbanisation de certains des quartiers riverains de la Seine, finalement la colonisation d'espaces périphériques à la ville. C'est le cas par exemple de l'île des Cygnes. Un deuxième impératif de cette recherche, c'est la mobilisation d'une très grande série de sources. Aucun fonds d'archives ne permet d'aborder l'histoire de la Seine et ses relations avec Paris, même si ça peut paraître un sujet d'une évidence assez flagrante. Pas du tout. Alors, j'ai travaillé évidemment sur les textes des autorités que j'ai citées tout à l'heure, mais également sur des requêtes collectives de riverains, et puis sur des dossiers de nature juridique à chaque fois qu'il y avait un litige, et j'en évoquerai certains. J'ai aussi retrouvé dans les archives de nombreux projets, des projets d'aménagement. Et ce qui est intéressant au XVIIIe siècle, c'est la diversité des hommes qui font ces propositions. Alors du coup, il est difficile de leur donner des étiquettes. On ne peut pas parler d'architectes. Certains disent qu'ils sont architectes. Et qu'est-ce qu'un architecte au XVIIIe siècle? D'autres se disent ingénieurs. Parfois, ce sera juste des hommes de lettres, des avocats, des académiciens, des médecins. D'autres fois, de simples utilisateurs du fleuve qui revendiquent leur expérience pour proposer une amélioration. Ce qui est intéressant, c'est cette espèce de floraison et de très grande diversité justement des propositions qui se signalent au milieu du XVIIIe siècle. Du point de vue archivistique, ce qui est intéressant, c'est qu'autant au XVIIIe siècle, il n'y a pas donc de fonds d'archives qui permettent de travailler sur la Seine, autant au XIXe siècle, un service va s'autonomiser, le service de la navigation de la Seine. Et donc là, à partir du XIXe siècle, on a un service compétent, spécifiquement et du point de vue administratif dévolu à la Seine, qui, d'après le nom de ce service, vous le devinez, est prioritairement consacré à la navigation. Enfin, dernière modalité donc, de cette construction d'un espace urbain, c'est la variation de l'échelle d'analyse. J'ai montré donc sur le plan le cloisonnement que pouvaient représenter finalement les ponts à l'époque. Vous imaginez ces ponts construits. D'ailleurs, le terme qui est souvent utilisé, c'est le terme de bassin. Donc finalement, le fleuve est plutôt une succession de bassins plutôt que la perspective qu'on peut avoir aujourd'hui sur la Seine à partir de la ville. Vous avez bien sûr les îles, et puis le prévôt des marchands, qui a donc qui exerce une surveillance importante sur la Seine,
a une compétence sur toute la généralité qui est la circonscription administrative de l'époque, avant la mise en place des départements. Tout simplement parce qu'en tout cas en ce qui concerne le ravitaillement, s'il ne contrôle pas ce qui se fait en dehors de la ville, il ne pourra pas être maître de ce qui va ensuite être les activités installées sur la Seine dans Paris. Voilà, alors je terminerai simplement en justifiant peut-être cette introduction, en justifiant la chronologie adoptée qui peut paraître un peu surprenante, milieu XVIIIe siècle, milieu XIXe siècle. Les études et les historiens en France sont assez cloisonnés, notamment dans les périodes les périodes qui nous intéressent, entre l'histoire moderne qui s'achève en 89 et l'histoire contemporaine, la Révolution française étant une coupure extrêmement forte. Il se trouve qu'en élaborant et en travaillant sur la Seine et ses relations à Paris, il s'est trouvé plus pertinent finalement de démarrer par un bilan et un diagnostic au milieu du XVIIIe siècle, où je constatais, et je vais le montrer à la fois, une saturation et une très grande diversité des activités qui n'arrivent plus à satisfaire finalement les besoins d'une ville qui, rappelons-le, au cours du XVIIIe siècle va passer, les estimations sont variables et complexes, mais en gros de 500 000 à 800 000 habitants. Donc avec un espace fluvial qui, lui, a des potentialités qui, du point de vue spatial, sont difficiles à démultiplier. Donc il y a cette saturation et cette dénonciation de la saturation de l'espace fluvial, et au même moment, je le disais tout à l'heure, une réflexion sur l'aménagement du fleuve qui s'enrichit et qui est extrêmement importante, avec des projets qui sont soit très ponctuels, soit des projets plus importants, comme par exemple la réalisation de la place Louis XV, qui finalement sera aménagée au bord du fleuve, la place de la Concorde, alors que toute une série d'autres sites avaient été envisagés. C'est bien sur le fleuve qu'on décidera en 1757 d'aménager cette place. Et puis, au terme de cette étude, 1850, bon, j'ai envie de dire que d'abord, de façon très pragmatique, il faut toujours trouver une date pour achever une étude. Il faut aussi trouver une date, je dirais, raisonnable. Mais tout de même, en 1850, ce qu'on constate, c'est que le paysage fluvial s'est entièrement transformé. On a au bord du fleuve une ligne continue de quais, ce qui n'était pas le cas un siècle auparavant. Les maisons sur les ponts ont toutes été détruites et les ponts ont déjà été multipliés. Il y a également à cette date la connexion de la Seine avec tout un réseau de canaux, j'y reviendrai en conclusion, à partir des années 1820, qui va aussi évidemment modifier les relations de la ville avec le fleuve, puisque dorénavant la Seine s'inscrit dans un réseau de canaux qui permet des ouvertures au-delà de la ville. Et puis également, à partir de 1840, la perspective de la concurrence du chemin de fer, qui va en même temps ouvrir de nouveaux horizons à la Seine, dans la mesure où les ingénieurs français avaient, on peut dire, fait le choix du tout canot au début du XIXe siècle, avec des projets très importants qui avaient commencé à être mis en place. Et quand la perspective du chemin de fer s'est présentée, il y a eu d'abord évidemment conflit, débat. On n'a pas renoncé à la voie fluviale, mais disons qu'on a décidé d'utiliser la voie fluviale de façon différente en raison précisément de l'avènement du chemin de fer. Enfin, dans les années 1840, on assiste aussi à un débat sur la question de la croissance de la capitale, un débat qui est assez connu, et sur la volonté finalement de lutter contre ce qu'on appelait à l'époque le glissement de Paris vers le nord. Il y avait une sorte d'inquiétude sur ce déplacement de Paris vers le nord. Et finalement, ce qu'on proposera autour des années 1840, c'est de redonner à la Seine un rôle majeur, en réimplantant toute une série d'activités, précisément pour rééquilibrer vers le sud les activités et finalement le centre de gravité de la capitale. Alors, j'essaierai aujourd'hui de montrer donc cette évolution sur un siècle en privilégiant certains aspects. J'ai choisi donc de vous parler d'une disparition, celle des Parisiens et celle de toutes les activités qu'ils exerçaient sur le fleuve jusqu'au XVIIIe siècle. En gros, le tableau que je vais dresser pour le XVIIIe siècle, c'est un tableau qui est largement hérité du Moyen-Âge, qui avait d'ailleurs davantage été étudié pour le Moyen-Âge, notamment Jean Favier, que pour les siècles successifs. Alors, qui sont ces Parisiens qui travaillent sur le fleuve en 1750 ?
Pourquoi leur présence va-t-elle être remise en cause et selon quelles modalités, et finalement, quelles vont être les résistances qu'ils vont opposer à cette transformation du fleuve. Alors, qui sont les Parisiens qui travaillent sur la Seine? Il y a une extrême diversité des métiers concernés. Je les ai regroupés selon 3 caractéristiques essentielles. D'abord, des métiers qui font vivre la ville, des dynasties fluviales qui sont installées depuis en général plusieurs générations, et puis des activités qui souvent épousent la forme urbaine, que ce soit un quai ou un pont. Ce sera le cas par exemple des commerces qui sont installés sur les ponts parisiens. Alors, pour les métiers qui font vivre la ville, il faut le souligner évidemment, à l'époque, une très forte dépendance de Paris à l'égard de tous ces travailleurs qui fournissent aux habitants de la ville l'eau, la nourriture et les matières premières, c'est-à-dire tout ce qui permet finalement à la ville de survivre. Alors, en ce qui concerne l'eau, c'est les porteurs d'eau qui sont principalement concernés à l'époque. On considère, il est difficile, les chiffres sont assez peu nombreux pour le XVIIIe siècle, alors on peut faire des estimations d'après des chiffres du XIXe siècle, mais finalement l'eau de la Seine concerne à peu près la moitié de la consommation parisienne au XVIIIe siècle, en sachant qu'il y a aussi des puits et puis des aqueducs. Plusieurs modes de prélèvement de cette eau de la Seine, qui est donc consommée de façon assez importante. Les pompes sur les ponts, j'ai montré tout à l'heure la pompe qui est sur le pont Notre-Dame. Il y a aussi une pompe sur le pont de la Samaritaine, le pont Neuf, qui s'appelle la pompe de la Samaritaine, et qui est aussi une pompe qui permet de desservir toute une série de fontaines dans la ville. Autre usage de l'eau, mais qui est absolument central à l'époque, c'est les abreuvoirs. Il y a 19 abreuvoirs répartis le long du fleuve et le moyen de locomotion principal dans la ville d'Ancien Régime étant le cheval. L'abreuvoir est absolument essentiel. Or, pour faire descendre des chevaux pour qu'ils boivent, il faut des abreuvoirs, des pentes douces qui occupent, c'est pour ça que c'est important de les citer, des portions de rives qui sont assez importantes et qui sont incompatibles avec d'autres activités. Alors, vous avez plusieurs types de porteurs d'eau, des porteurs d'eau à bretelles, des porteurs d'eau à tonneaux qui descendent donc avec des charrettes. Et vous avez donc un grouillement de tous ces hommes qui sont aussi des liens très forts entre le fleuve et les habitants qu'ils vont fournir en eau à la commande. Autre métier et autre activité évidemment centrale dans la survie de la capitale à l'époque, c'est le trafic commercial sur la Seine, dont je donnerai quelques-unes des caractéristiques. On peut estimer à 2/3 des produits consommés par Paris qui arriveraient par la voie fluviale. Alors cette fois-ci, on a des certitudes, je dirais, plus solides, dans la mesure où on peut comparer les droits d'entrée, puisque vous savez que Paris était une ville donc cernée au milieu du XVIIIe siècle par des barrières, et puis à partir des années 1780 par la barrière des fermiers généraux. Autre grand, d'ailleurs j'en profite pour le signaler, finalement c'est le deuxième grand chantier parisien dans les années 1780, avec celui qui va s'ouvrir sur la Seine. Et donc, toutes les marchandises qui rentrent dans Paris sont soumises à l'octroi avec des péages terrestres, mais également des péages fluviaux. Vous avez à l'amont et à l'aval 2 bateaux qu'on appelle les pataches qui perçoivent l'impôt sur tous les approvisionnements et toutes les marchandises qui rentrent dans Paris. Et comme on a la chance d'avoir conservé ces droits, ça permet d'avoir une estimation de ce qui arrive par eau ou par terre. Alors, tous les types de produits arrivent par le fleuve, à l'exception de la viande. La grande boucherie de Paris à l'époque est toujours située autour du Châtelet, à la porte de Paris, c'est-à-dire ici. Donc il faut imaginer, alors le bon sens veut qu'on ne s'est pas amusé à mettre des bêtes sur les bateaux et qu'on les fait simplement arriver sur leurs 4 pattes. Enfin donc il faut imaginer les rues de Paris sillonnées et par les bœufs qui doivent arriver donc juste au centre de la ville, au Châtelet, où se situent donc les abattoirs des bêtes. On verra qu'il y a des activités induites sur le fleuve du fait de cette localisation des abattoirs. Donc ce qui arrive par le fleuve, c'est la majorité du bois consommé. Et là, j'insiste sur l'importance du bois, qui évidemment sert à construire la ville, mais sert surtout à chauffer et à cuire.
C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de nourrir les habitants, il faut aussi qu'ils puissent cuisiner, notamment fabriquer du pain. Donc le bois est très important et d'ailleurs, vous voyez, j'y reviendrai, l'emprise de ce qu'on appelle les chantiers de bois, ici, sur le quai Saint-Bernard. C'est toutes les piles de bois qu'on appelle les théâtres à l'époque et qui sont souvent représentées sur les plans de Paris. Des céréales, évidemment, qui arrivent dans la ville, du charbon, de terre et de bois, du foin, du vin, du fer, du papier et de la chaux. En fait, vous voyez, ce qui arrive principalement par le fleuve, ce sont ce qu'on peut qualifier des pondéreux, c'est-à-dire des choses très lourdes et qui sont assez coûteuses à transporter. Mais on trouvera également des produits alimentaires transformés et des produits qu'on peut qualifier d'exotiques, comme les épices, les teintures, le tabac, le café et le cacao. Donc une extrême diversité des produits qui arrivent par la Seine. À côté de cette diversité, il faut signaler une organisation extrêmement rigide de ce trafic fluvial. Rigide, tout simplement parce qu'il y a une spécialisation des ports. J'ai parlé tout à l'heure des barrières que représentent donc les lignes de pont. Et du même coup, vous allez avoir une spécialisation des ports et une navigation amont et une navigation aval qui ont peu de choses en commun. Alors, pour l'amont, on peut citer, j'ai mis des taches roses qu'on ne voit pas toujours, ici le port Saint-Paul, qui est le port le plus, donc à l'endroit à peu près de la place Saint-Paul aujourd'hui, le port Saint-Paul qui est donc le plus gros port de Pont-d'Éreux et alors je dois avoir une image, voilà, qui est donc un port très fréquenté, où arrive toute une série de marchandises, le port le plus important pour l'amont. Et puis sur cette image, j'en profite pour citer cet autre usage de la Seine, c'est les coches, c'est-à-dire un service de transport fluviaux, extrêmement bien organisé, c'est-à-dire que j'ai trouvé les horaires, comme on pourrait trouver plus tard les horaires du chemin de fer, avec donc des liaisons avec tous les ports d'amont qui sont sur la Seine ou qui sont sur les affluents de la Seine, et une desserte extrêmement régulière. Et vous voyez ici, vous avez un bateau qui arrive avec donc une foule de voyageurs qui partent ou qui arrivent et qui sont en permanence sur le port Saint-Paul. Le port Saint-Bernard également, alors l'île Louviers qui est aussi donc à l'amont. J'ai parlé tout à l'heure donc de sa spécialisation, c'est-à-dire le bois. Alors sur cette image de l'Espinasse, on voit bien donc là encore les théâtres de bois qui sont empilés. Et puis j'attire votre attention sur cette estacade de bois, une architecture de bois qui est aménagée au milieu du XVIIIe siècle et qui permet au moment où la Seine connaît des débordements ou des caprices climatiques, ce qui est quand même extrêmement fréquent à l'époque, c'est soit des crues, soit ce qui est encore plus craint à l'époque, c'est ce qu'on appelle les débâcles de glace. Ce sont d'énormes blocs de glace qui, au moment de la fonte des neiges, arrivent jusqu'à Paris et endommagent évidemment les bateaux qui peuvent être stationnés dans les ports parisiens. Je suis allée voir l'exposition sur la crue qui est donc à la BHVP et il y a des photos qui montrent des débâcles de glace encore au début du XXe siècle qui sont assez impressionnantes. Et donc l'idée de cette estacade, c'était qu'en cas de débâcle de glace, les bateaux pouvaient se réfugier dans ce bras de la Seine et être protégés donc par rapport aux blocs de glace qui ne pouvaient pas donc passer grâce à cette architecture. Alors le port de la Grève, évidemment, un port originel, le port originel de Paris, qui accueille une grande diversité de produits. Et d'ailleurs sur cette image, on voit assez bien, ici vous avez donc les bateaux de charbon. Il y avait, c'est vrai pour le port de la Grève, mais c'est vrai pour tous, une attribution pour chacune des marchandises d'une portion de la berge, donc un cloisonnement extrêmement fort de ce trafic. À l'aval, le port majeur, le port principal, c'est le port Saint-Nicolas, qui est donc au pied du Louvre, et où l'on trouve surtout des produits venus de l'Atlantique, qui donc remontent le courant, des produits à
plus forte valeur ajoutée que les pondéreux que j'ai cités précédemment, ce qui permet de compenser les frais liés au halage, puisque pour remonter la Seine jusqu'à Paris, il fallait haler ces bateaux, contrairement au trafic d'amont qui utilise évidemment le courant pour arriver jusqu'à Paris. Alors, deuxième élément concernant ce trafic fluvial, c'est que les ports ne sont pas des ports simplement de débarquement des marchandises, ce sont des ports de vente. C'est-à-dire que le prévôt des marchands impose, et pour lui c'est la garantie d'une meilleure surveillance de l'approvisionnement. Je vous rappelle que la peur de la disette est quand même une peur majeure pour un édile à cette époque. Il y a donc une obligation pour les bateaux qui arrivent à Paris d'écouler leurs marchandises dans les ports, c'est-à-dire que tous les consommateurs parisiens sont obligés de se rendre dans les ports parisiens pour acheter telle ou telle marchandise. Alors, du même coup, il y a une rotation des bateaux qui va se faire, c'est ce que je disais tout à l'heure, de plus en plus péniblement, parce qu'il y a de plus en plus de marchandises qui arrivent à Paris, mais que comme il faut attendre que le bateau soit vidé de sa cargaison pour qu'il évacue, parfois certains bateaux sont obligés d'attendre 15 jours, 3 semaines à l'extérieur de la ville avant de pouvoir rentrer dans la capitale. Alors, la conséquence de cette organisation, c'est que vous avez une très grande diversité des métiers qui sont impliqués, des mariniers évidemment, le marchand qui possède la cargaison et qui va devoir payer un loyer supplémentaire si la cargaison ne part pas assez vite, et puis toute une foule de portefaix, plumés, voituriers, mesureurs, puisqu'il faut aussi toujours surveiller les quantités et surveiller qu'il n'y ait pas finalement de la tricherie sur les quantités qui sont vendues. Ça relève aussi de l'autorité du prévôt des marchands. Tous ces hommes sont assignés sur un port particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a, j'y insiste, aucune liberté d'agir sur l'espace fluvial. On n'est pas du tout dans un système économique tant soit peu libéral. Au contraire, la ville enregistre chacun de ces hommes, elle leur attribue une médaille, et leur assigne un port de travail. Pour les voitures qui sont chargées d'enlever des marchandises qui sont un peu lourdes, c'est la même chose. Une ordonnance de 1789 signale que des plaques de 10 pouces, je cite, de hauteur sur 8 de largeur, imprimées de couleur blanche, sur lesquelles sera marqué en lettres et chiffres noirs d'1,5 pouce de hauteur et de largeur proportionnée le numéro. Tout ça pour vous dire qu'il y a une extrêmement forte réglementation, extrêmement formelle finalement, de ce trafic sur le fleuve. Il y a donc interdiction de ce qu'on appelle le regras, c'est-à-dire de la vente au détail. On n'a pas le droit de venir acheter finalement des provisions sur le fleuve pour ensuite les revendre à des particuliers. Alors du même coup, les marchands ont un rôle majeur pour approvisionner la ville, dans la mesure où il y a une sorte de contrat à la fois économique et moral qui est passé entre eux et le prévôt des marchands, qui leur délivre ce qu'on appelle des lettres de commission, c'est-à-dire une sorte d'exclusivité. En ce qui concerne le charbon de bois, par exemple, c'est ce qui nous intéresse particulièrement, chacune des régions productrices, Lyon, la Marne, la Loire et les canaux, qui sont désignés donc par les affluents de la Seine, s'engagent chaque année à livrer une certaine quantité. Et chaque région, chaque marchand originaire d'une région sont assignés à un des ports parisiens. Du même coup, vous avez aussi dans chacun de ces ports parisiens des solidarités régionales qui s'expriment donc autour de ces quotas que ces marchands s'engagent à fournir. Et vous avez donc un espace fluvial parisien qui est jalonné par des rencontres finalement d'hommes qui viennent de régions aux alentours de Paris. On a finalement presque une carte de l'Île-de-France, en tout cas du bassin hydrologique de la Seine, qui est lisible sur les ports parisiens. Alors, dernier point, j'ai dit que les bateaux qui arrivaient par l'aval étaient halés, donc c'est des bateaux assez importants. Donc vous avez un gabarit des bateaux qui est assez fort. Au contraire, les bateaux qui arrivent par l'amont sont des bateaux qui sont conçus de façon très frêle,
pour ne faire qu'un seul voyage. L'idée étant qu'il est inutile de les aller pour qu'ils remontent dans leur port d'origine. Et par contre, ce qui leur arrive une fois qu'ils ont vendu leur cargaison, c'est qu'ils sont déchirés. C'est le terme utilisé à l'époque. Cette activité se fait au port de la Tournelle. Et ils sont déchirés et ensuite débités et revendus sous forme de bois dont la ville a toujours besoin. Alors, cette spécialisation des ports parisiens que je viens de décrire repose évidemment sur la peur de la disette, je l'ai dit. Elle a aussi pour justification les motifs politiques, c'est-à-dire que pour le prévôt des marchands, c'est aussi une garantie d'exercer son pouvoir de façon totale et de pouvoir conserver la maîtrise de tous ces usages du fleuve. Deuxième caractéristique de cette économie fluviale, c'est ce que j'ai regroupé sous le terme de dynastie fluviale, c'est-à-dire toute une série d'activités qui se transmettent de père en fils et qui sont aussi essentielles à Paris. Alors, j'en ai trouvé trace dans les archives par les baux que tous ces gens-là doivent signer auprès du prévôt des marchands pour pouvoir s'installer sur le fleuve. On ne s'installe pas comme ça à son gré sur le fleuve, on est obligé de payer un loyer. C'est des baux en général de 9 ans qui sont reconduits et c'est comme ça que j'ai pu me rendre compte qu'il y avait des lignages familiaux sur la Seine. Alors qui s'occupe de quel type d'activité? D'abord des pêcheurs. Vous avez évidemment des pêcheurs isolés, mais vous avez surtout des pêcheurs qu'on appelle des pêcheurs au guido, c'est-à-dire qui tendent des filets entre deux arches de pont et qui donc pratiquent une pêche d'envergure assez importante pour revendre donc ensuite le poisson. Et vous avez de tels pêcheurs sous le pont Notre-Dame, sous le pont au Change et sous le pont Rouge, qui est le pont qui relie l'île de la Cité et l'île Saint-Louis. Il y a aussi des meuniers. J'ai montré tout à l'heure un bateau moulin. Au XVIIIe siècle, il faut signaler que c'est une activité résiduelle, dans la mesure où les moulins les moulins à vent se sont multipliés à la périphérie de la ville. Il n'y a plus à Paris sur le fleuve qu'une dizaine de bateaux moulins qui sont principalement entre le pont Notre-Dame et le pont Neuf et qui, vous l'avez vu, privilégient les arches des ponts. Également, alors des tenanciers, excusez la qualité des cartes, des tenanciers de bateaux à lessive. Chaque point représente donc un bateau à lessive. La carte ayant principalement pour intérêt de vous montrer quand même la très forte densité. Donc, il faut imaginer tous ces usages qui se cumulent finalement les uns avec les autres. Près de 90 bateaux qui sont installés sur le fleuve pour accueillir chacun 24 blanchisseuses. Il faut signaler que ces blanchisseuses s'occupent du linge du peuple de Paris. C'est une expression qu'on trouve couramment dans les archives, ce qui veut dire qu'on a recours à la blanchisseuse même quand on est relativement modeste. Par contre, l'aristocratie et la grande bourgeoisie, à l'époque, au XVIIIe siècle, donnent à laver leur linge en dehors de Paris. Il faut bien voir qu'on a déjà, à l'époque, au XVIIIe siècle, cette idée d'un milieu urbain qui commence à être un milieu malsain, qui commence à être dénoncé pour toute une série de nuisances. Et donc, l'idée de laver son linge dans l'eau de la Seine, dans la ville, est à la portée du peuple de Paris, mais ceux qui peuvent se permettre d'envoyer le linge nettoyé parfois assez loin ne se privent pas de le faire. Alors, il y a d'autres métiers. Oui, alors, si je peux signaler aussi, je ne sais pas si j'ai mis la carte, non, je ne l'ai pas mise, mais d'autres métiers qui sont finalement très proches des bateaux à lessive, c'est les tenanciers de bateaux de bain. La Seine est aussi très utilisée pour se laver. Et le prévôt des marchands déploie une énergie à répétition, on le voit à travers la répétition des ordonnances, pour obliger ceux qui veulent se laver dans la Seine à fréquenter ces bateaux de bain. Sinon, la baignade sauvage est aussi très pratiquée et elle est évidemment strictement interdite. Alors, des bateaux de bain qui consistent simplement en des bassins avec des parois, on isole les femmes et les hommes, et ce sont des bateaux de bain froids. Il y a aussi des bateaux de bain chauds, notamment sur le quai d'Orsay, qui seront installés à partir des années 1760. Autre métier important qui est installé au bord de la Seine, c'est les tripiers. Alors évidemment, les tripiers, ça peut nous paraître aujourd'hui assez anecdotique.
À l'époque, pas du tout. Autant il était peut-être souvent difficile de se payer de la viande, j'ai signalé la présence des bouchers au Châtelet, autant par contre les tripes étaient à la portée du peuple de Paris. Et donc une activité très importante qui est installée donc près des bouchers, c'est logique, c'est une activité induite. Et les tripiers ont un double défaut du point de vue, enfin défaut qui va commencer à être dénoncé justement au milieu du XVIIIe siècle. C'est d'abord qu'ils utilisent l'eau pour nettoyer les abats. Donc j'ai signalé que l'eau était consommée. Donc vous voyez le type d'incompatibilité qui vont de plus en plus s'affirmer. Et puis surtout, ils font cuire les tripes dans des grands échauddoirs à proximité du Châtelet. Et là, la crainte de l'incendie, et notamment l'incendie de Londres de 1666, évidemment, est très présent et c'est une crainte permanente. En sachant qu'il y a aussi des activités induites. On recueille les suifs qui sont à la surface de ces échauddoirs pour fabriquer des chandelles et du savon. Donc vous avez toute une économie parisienne qui se greffe autour de cette activité des tripiers. Également des teinturiers. Alors c'est une activité résiduelle à l'époque puisque la grande époque de la mégisserie et du travail des peaux a disparu depuis le XVIIe siècle puisqu'on les a relégués sur la Bièvre. Mais il reste des teinturiers rue de la Pelletterie. Alors la rue de la Pelletterie, elle est ici à l'époque. Et c'est une rue justement où vous avez des maisons qui ont les pieds dans l'eau. Et donc les teinturiers bénéficient justement de cette proximité de l'eau pour des raisons techniques. Ils vont beaucoup plaider au moment où on va vouloir les chasser en 1786 pour pouvoir rester dans cette rue. Je les cite simplement dans un mémoire qu'ils envoient à Calonne. Depuis des siècles, cette partie de la rue de la Pelletterie est habitée par des teinturiers en soie, étoffe et chapeaux. Ce local est peut-être le seul qui convienne à ce genre de commerce, de vastes ateliers qui doivent être dans les lieux non voûtés, la proximité de la rivière, la nécessité d'avoir des bateaux pour le lavage des soies et des étoffes, l'exposition du Nord, ont sans doute été les motifs qui ont attiré les teinturiers dans cette partie de la ville. Il paraît même que ce quartier-là leur a été affecté de tout temps. Une ancienne tradition fait remonter leur établissement jusqu'à Hugues Capet. Vous voyez qu'on n'hésite devant rien pour montrer l'ancienneté des origines. Et ils ont toujours joui du privilège d'avoir sur la rivière des bateaux exempts de tout droit envers la ville. 10 ateliers de teinture subsistent aujourd'hui dans la rue de la Pelletterie. Alors, cette présentation de tous ces métiers qui sont, vous voyez, tous indispensables à la ville, que ce soit pour des raisons techniques, le plus souvent, la proximité de l'eau ou simplement l'arrivée par l'eau donc des provisions, doit être complétée pour terminer par une activité qui accourt dans toute la ville de Paris, mais qui va apprécier, je dirais, les rives du fleuve. Ce sont tous ces commerces qui vont s'installer à proximité du fleuve, tout simplement parce qu'avec toutes les activités que je viens de décrire, vous imaginez que l'affluence est permanente, quasi permanente sur les bords du fleuve, et donc c'est un lieu où il y a des consommateurs qu'on peut tenter par toutes sortes de commerces. Alors, l'intérêt de cette approche du commerce parisien sur le fleuve, c'est de signaler sa grande diversité depuis l'échoppe. Alors, les échoppes sont très très communes à Paris au XVIIIe siècle à cette époque. Elles sont à la fois sur les quais ou sur les ponts. Elles sont mobiles, semi-mobiles ou permanentes. Vous avez toute une déclinaison avec donc finalement des établissements qui peuvent être soit totalement dégagés le soir, soit fermés mais avec une présence physique qui subsiste. Et là, avec ces échoppes, il s'agit principalement de satisfaire, je dirais, les besoins quotidiens de la population parisienne. On y vend des oranges, des marrons, des tripes, de la quincaillerie, des billets de loterie, parfois des imprimés. Donc il y a une très très grande diversité de produits. En général, un seul produit pour une échoppe, avec des commerçants qui sont souvent relativement modestes, mais très attachés à ce commerce. On constate aussi, c'est ce que je disais, dans la relation entre la forme urbaine et l'activité, une très forte spécialisation commerciale de certains quais ou de certains ponts. Par exemple, le quai de la Mégisserie, en 1760, regroupe 150 échoppes. On y trouve 66 métiers du textile, 68 métiers du fer et 16 que j'ai qualifiés de divers. Donc vous voyez qu'il y a deux grandes activités sur ce quai, et que par conséquent, chaque quai, chaque pont a sa réputation et que quand on cherche tel ou tel produit, on sait qu'il faut aller à tel ou tel endroit. Alors, les boutiques qui sont dans les rez-de-chaussée des quais, des maisons qui sont sur les ponts, ou donc sont associées dans ces maisons sur les ponts à la fois la résidence
et le commerce connaissent le même, aussi bien sur certains quais que sur les ponts, la même spécialisation. Donc là, il n'est plus question d'échoppes, il est question de boutiques installées en rez-de-chaussée. Par exemple, sur le quai de Gesvres, en 1727, il y a surtout des marchands merciers, c'est-à-dire des marchands qui vendent du textile et toutes sortes de, soit de tissus, soit de produits textiles un peu plus manufacturés. Mais vous avez aussi des peintres, des orfèvres et des libraires, donc finalement tout un commerce de luxe qui propose des produits qui s'adressent à une clientèle aisée. Au contraire, sur le Pont-Marie, par exemple, il y a des commerces qui sont dévolus de façon plus systématique à des commerces de la vie quotidienne, c'est-à-dire de l'alimentation ou des services nécessaires à la vie quotidienne. Le pont Notre-Dame, lui, recueille surtout, pareil, des marchands merciers et des peintres. Le pont au change, comme son nom l'indique, à l'époque, c'était le pont aux changeurs au Moyen-Âge, où étaient installés donc les changeurs qui travaillaient autour de la monnaie. Au XVIIIe siècle, ce sont surtout des orfèvres qui sont installés sur le pont au change, tandis que sur le pont Saint-Michel, on trouve principalement des fourbisseurs d'épées, une spécialisation de ce commerce sur ce pont. Alors, que peut-on conclure de cette présentation que j'ai tentée à la fois riche et succincte, de cette formidable densité des métiers qui sont installés sur le fleuve? Formidable densité, grouillement économique, grouillement social, qui va de pair, je l'ai dit, avec une organisation extrêmement rigide. Les deux vont ensemble. La première conclusion, qui est d'abord peut-être plutôt une conclusion de méthode, c'est que cette prolifération d'activités découle de mon travail d'historienne, c'est-à-dire que dans les archives, je n'ai jamais trouvé un document qui émanerait par exemple du prévôt des marchands, qui serait une espèce de bilan de tout ce qui se passe ou de tout ce qui existe sur la Seine. Il n'y a aucune vue d'ordre général, que ce soit un document écrit, un tableau. Il y a évidemment des représentations, mais il n'y a aucune saisie de la part du pouvoir politique de cette diversité et de cet entassement des activités. Cette densité de l'espace fluvial n'est perceptible, finalement, n'est perçue que de façon fragmentaire par le pouvoir politique, par les acteurs de l'époque. Il n'y a aucune vision globale. Je soulignerai également finalement le paradoxe de la Seine à cette époque en tant qu'espace social. C'est d'abord un espace qui tire son originalité, cette spécificité des pratiques qu'il accueille et qu'il est souvent le seul à pouvoir accueillir. C'est vrai pour un certain nombre de métiers que j'ai signalés. Et en même temps, c'est un espace ouvert et extrêmement fréquenté, puisque je vous ai dit que tous les Parisiens, pour satisfaire un quelconque besoin, que ce soit l'approvisionnement, le bain, la lessive, étaient obligés finalement de fréquenter la Seine. Donc à la fois un espace original et un espace extrêmement ouvert à la société parisienne, un espace de consommation, un espace donc, qui sert de moyen de transport. J'ai montré les coches. Il faut aussi signaler toute une flottille de bachots, de petits bateaux qui permettent d'abord de franchir le fleuve. Quand on est très pressé et qu'on n'a pas le temps de faire le détour pour aller chercher un pont, eh bien, on emprunte un petit bateau qui va nous faire traverser. Et puis également un espace de loisirs. Vous avez vu sur la représentation du pont Notre-Dame, on peut y revenir rapidement, voilà, là c'est une joute, c'est-à-dire que très souvent il y avait des jeux d'eau, des affrontements de quartiers qui se faisaient sur la Seine, donc avec des joutes fluviales qui étaient très appréciées. Également je crois que je vais avoir une image. Voilà, sur le port de la Grève, là, des feux d'artifice. Ici, vous avez un feu d'artifice qui va être tiré dans les heures qui vont suivre. Raguenet a fixé donc l'arrivée donc des participants donc à cette joute, à ce feu d'artifice qui était souvent tiré par la ville au moment des grands événements, une naissance, une bataille qui était gagnée ou un mariage éventuellement. Donc c'était une façon aussi de rendre hommage à
à la monarchie. Donc vous voyez que là, vous avez une tribune qui a été dressée, des architectures de bois qui décoraient le fleuve. Et si on choisissait de faire tirer les feux d'artifice près du fleuve, c'était tout simplement, là encore, la crainte de l'incendie, le fleuve étant préférable pour faire tirer tout ce qui était donc inflammable et à base de feu. Donc la Seine à cette époque est un lieu de brassage de la société parisienne, un lieu donc de rencontre aussi, puisque à ces feux d'artifice assistaient aussi bien l'aristocratie que le peuple parisien. Vous aviez une rencontre, même s'il y avait une ségrégation sur les lieux où chacun pouvait s'installer, il y avait quand même la participation à un événement commun. Alors, à partir des années 1750, de multiples tensions vont apparaître entre toutes ces activités. On constate d'abord tout simplement l'augmentation du prix des baux, alors qui était resté assez stable dans les décennies précédentes. Et puis là, il y a une surenchère donc, pour occuper l'espace fluvial et le prévôt des marchands, du même coup, en profite pour augmenter un peu le prix des baux. Des plaintes aussi évidemment multiples auprès du prévôt des marchands qui montrent cette réelle concurrence pour occuper le moindre espace dans une organisation extrêmement rigide, un espace dont les potentialités ne peuvent pas s'étendre à l'infini. Si bien que ce dont on peut parler au milieu du XVIIIe siècle, c'est une forme de saturation des activités, liées donc à la présence de tous ces métiers au bord de la Seine, des métiers qui pourtant fondaient et forgeaient la personnalité urbaine du fleuve. C'est-à-dire que s'il y a un lien finalement entre le fleuve et Paris, c'est bien par les multiples activités que les Parisiens, qu'ils soient consommateurs ou qu'ils soient commerçants, entretiennent sur le fleuve. Je profite aussi de cette image pour attirer votre attention sur la diversité des modes de contact à l'époque entre le fleuve et la ville. Vous voyez que ici vous avez le quai Le Pelletier, qui est donc un quai haut. Il y en a encore assez peu à l'époque qui dominent le fleuve. L'intérêt de ce type de quai, évidemment, est de protéger la ville en cas de crue. Par contre, vous voyez que là, on a une berge en pente douce qui était davantage privilégiée, notamment pour le commerce, avec ici une série donc, de pieux pour amarrer les bateaux. Alors, deuxième temps, tous ces travailleurs que j'ai présentés à divers titres vont progressivement devenir indésirables et être relégués ou tout simplement supprimés. J'ai tenté de pister à travers différents dossiers, à travers différentes affaires, les modalités donc de cette éviction progressive des activités sur la Seine, qui a abouti finalement à un espace fluvial qui est celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire finalement une Seine qu'on fréquente relativement peu, que fréquentent surtout, mais ça c'est vrai depuis seulement le 19e siècle, les bateaux-mouches et les gens qui viennent visiter Paris, même si depuis, finalement, quand on navigue sur la Seine, on voit assez peu la ville, tout simplement parce que le fleuve a été creusé, notamment pour lutter contre les crues, et puis pour améliorer aussi ses conditions de navigation. Et par conséquent, si vous traversez Paris, ça a dû vous arriver sur un bateau, il y a beaucoup de points de vue urbains que vous ne pouvez pas saisir. Alors, ces travailleurs donc, vont être chassés, d'abord parce que la cohabitation est de plus en plus difficile. J'ai signalé les accrochages qui sont de plus en plus fréquents sur la Seine à cette époque. Par exemple, j'en donnerai simplement quelques exemples, les habitants du pont Notre-Dame se plaignent des filets de pêche qui sont tendus dans la mesure où ils considèrent que ça fragilise les piles du pont, dans la mesure où il y a une sorte de résistance à l'eau et ils ne souhaitent pas que cette activité subsiste. Les moulins aussi qui encombrent donc les arches et qui empêchent la circulation. Et puis, j'ai parlé de la pompe de la Samaritaine. Il se trouve qu'autour de l'activité de la pompe de la Samaritaine, on a un fort dossier passionnant, puisqu'il y a un gouverneur de la pompe de la Samaritaine qui est extrêmement jaloux de son travail et du bon fonctionnement de la pompe. Et alors, il se plaint à la fois de la présence des bateaux de charbon et des bateaux à lessive qui salissent l'eau que la pompe distribue, mais il se plaint aussi des immondices qui sont jetés par les cuiseurs de tripes qui considèrent la Seine comme un vaste égout. C'est le cas pour quand même toute une série d'activités. Et donc, vous voyez cette incompatibilité
qui est pointé, qui est désigné et qui est dénoncé à peu près autour de ce milieu du XVIIIe siècle, alors qu'auparavant, ces activités cohabitaient sans qu'il y ait finalement la prise de conscience d'une incompatibilité. Alors, il y a aussi une très forte rivalité pour occuper les berges, et l'exemple que j'ai choisi, c'est donc voilà le port Saint-Bernard que je vous montrais tout à l'heure, avec tous ces empilements de théâtres de bois. Ces bois qui sont donc stockés dans des espaces qu'on appelle des chantiers de bois. Et la contrainte est évidente. Comment arrive le bois à Paris? Là encore, on ne s'amuse pas à charger le bois sur des bateaux. On confectionne des radeaux, ça s'appelle des trains de bois. Les troncs d'arbres en fait, sont d'abord jetés dans les affluents de la Seine par les exploitants. Au moment où les affluents arrivent dans la Seine, c'est-à-dire à la jonction, ils sont récupérés, ils sont marqués en fonction de leur origine, et on constitue donc ces radeaux qui vont ensuite descendre au fil de l'eau jusqu'à Paris. Ils arrivent ensuite sur le port Saint-Bernard et ils sont démontés, mais il est hors de question de vendre un bois mouillé qui serait totalement inutilisable. Donc, il y a nécessité d'un espace de stockage pour pouvoir vendre le bois finalement à une année de délai. Donc, ce besoin d'espace est absolument incontournable pour que le bois puisse être vendu et utilisé dans de bonnes conditions. Alors, que va-t-il se passer à partir de 1779 et pendant plusieurs années? La ville souhaite transférer l'arrivée des coches que j'ai montré tout à l'heure sur le port Saint-Paul, sur la rive droite. Elle souhaite transférer l'arrivée des coches sur le port Saint-Bernard. Or, les marchands de bois vont refuser ce transfert de façon extrêmement violente. Il va y avoir une bataille juridique qui va produire beaucoup d'archives. C'est l'intérêt des conflits pour l'historien. Et on va effectivement, les marchands soutenus par les chanoines de Saint-Victor qui louent les terrains aux marchands qui sont propriétaires donc, de l'espace fluvial riverain de la Seine à cet endroit-là. Les marchands vont donc refuser que, vous avez vu tout à l'heure le grouillement et la foule qui arrivait au port Saint-Paul. Alors si on veut transférer les coches, c'est tout simplement parce qu'on veut donner plus d'importance au port Saint-Paul pour l'arrivée des produits. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une logique où on essaye sans arrêt de trouver de la place pour les activités. Du coup, on essaye de les reléguer ailleurs, mais ça crée des insatisfactions et des refus. Alors, les marchands de bois vont de façon plus ou moins loyale, ou en tout cas, cette bonne guerre, invoquer la ruine des aubergistes du port Saint-Paul, c'est-à-dire qu'on explique qu'il n'est pas concevable de modifier le point d'arrivée des coches. On demandera l'arbitrage d'un ingénieur des ponts et chaussées à l'époque, qui est un ingénieur avec une grande notoriété, Jean-Rodolphe Perronnet, puisque c'est lui qui a créé en 1747 le bureau des dessinateurs qui donnera naissance à l'école des ponts et chaussées par la suite. Et Perronnet est un ingénieur très actif sur la Seine à l'époque. C'est lui qui construira le pont Louis XVI dans le prolongement de la place Louis XV. Et Perronnet fera une sorte d'expertise où il décevra les marchands en disant que finalement le transfert est tout à fait jouable. Alors, le transfert va se faire, mais les protestations montrent à l'historien que finalement il y a des très fortes pesanteurs d'usage sur les rives du fleuve et que si on veut favoriser l'approvisionnement, si on veut favoriser l'arrivée des marchandises, au détriment, par exemple, des marchands de bois ou de la circulation des hommes avec les coches, il y a de très fortes résistances. Et le procureur de la ville, en 1786, conclut l'affaire par la lettre, enfin les quelques phrases suivantes. « Nous éprouvons que toutes les parties voudraient envahir l'une sur l'autre une préférence exclusive et qu'on leur sacrifiât tous les autres intérêts. Le commerce des bois, les charbons, des vins, les pavés, les farines. » Et là, il fait une sorte d'énumération où il dit qu'il n'arrive plus à finalement arriver à concilier tous ces utilisateurs. Alors, on retrouve exactement les mêmes tensions entre les différents types de commerce que j'ai cités tout à l'heure. Les propriétaires de boutiques dénoncent les échoppes en expliquant qu'il y a une sorte d'incompatibilité entre les clientèles, ce qui n'est pas totalement faux puisque ce n'est pas la même clientèle. Et donc, il y a aussi évidemment des phénomènes de différenciation sociale qui se jouent à travers ces conflits.
En tout cas, les échoppes seront définitivement condamnées dans toute la ville de Paris, pas seulement sur les bords de la Seine, en 1784, puisque le roi publiera des lettres patentes supprimant ces échoppes dans toute la ville, ce qui évidemment a des incidences pour le peuple de Paris qui y trouvait des lieux de consommation importants. Alors, à part ces arbitrages que la ville essaye tant bien que mal de faire, on va assister aussi à des arbitrages qui vont finalement assez systématiquement se faire au profit de la navigation. C'est-à-dire que le tournant majeur qui s'opère à partir de cette époque, c'est l'éviction des activités sédentaires, en tout cas l'éviction du centre de la ville, au profit de la navigation, hein, c'est-à-dire une sorte de fluidification finalement du fleuve au détriment de ceux qui y sont installés. Alors, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure des déchireurs de bateaux qui sont installés au pont de la Tournelle. Ils seront comme les marchés de bois qui étaient installés sur le quai de la Grenouillère, sur le quai de l'École ou sur le quai des Théatins, ainsi que les cuiseurs de tripes qui étaient installés au Châtelet. Toutes ces activités sont évincées dans l'île des Cygnes, donc à l'aval de la ville, quasiment à la périphérie de la ville à l'époque, hein. Et vous voyez que finalement on désengorge le centre de la ville et on relègue toutes ces activités à la périphérie. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les argumentaires qui sont développés par la ville et par les acteurs de cette éviction des activités sédentaires. Ce qui émerge dans ces argumentaires, c'est l'avènement d'une nouvelle vision de la ville, de ce qu'on pourrait qualifier, en utilisant un mot totalement anachronique pour l'époque, c'est un nouvel urbanisme. À l'époque, on parle d'aménagement urbain, d'embellissement urbain, mais on ne parle pas d'urbanisme. Enfin, c'est un mot commode. Donc, ce qu'on constate, c'est la volonté de donner la priorité à la navigation pour augmenter les quantités qui arrivent par le fleuve. On constate aussi des arguments d'ordre sanitaire, c'est-à-dire qu'on considère que, par exemple, les tripiers polluent l'eau, font craindre l'incendie et que finalement c'est devenu intenable et qu'il n'est pas question qu'il subsiste à l'intérieur de Paris. Et puis, troisième ordre d'arguments qui sont donc mêlés dans ces argumentaires, c'est ça qui est intéressant, c'est tout ce qui a trait à l'esthétique urbaine. Il y a de plus en plus une affirmation d'une contradiction entre ces usages économiques du fleuve et l'embellissement et le cadre fluvial, le cadre urbain. Alors, par exemple, en 1788, la Maison du Roi a écrit « L'établissement de bateaux de blanchisseurs dans l'intérieur de Paris forme un spectacle plus choquant encore par l'étalage de linge de toute espèce mis sur les bords de la rivière, sous les fenêtres du Louvre et les Tuileries. » Et alors, la proposition est la suivante. En attendant de pouvoir chasser, on ne peut pas chasser non plus radicalement et d'un seul coup ces bateaux de blanchisseurs, tant qu'ils seront autorisés à rester dans l'intérieur de la ville, qu'ils fassent en conséquent peindre en rouge et en bleu leurs bateaux pour que cet ensemble soit plus agréable à la vue que celui qu'ils forment dans l'état où on les laisse. C'est-à-dire qu'il y a un recours, en attendant de pouvoir les chasser, c'est la peinture pour que ce soit plus agréable à la vue. Alors, on va regrouper donc ces activités dans des espaces périphériques. J'ai cité l'île des Cygnes, qui va être effectivement un espace majeur de regroupement de ces activités, qui va donc être colonisé à partir du milieu du XVIIIe siècle par ces activités jugées indésirables. Et on va assister finalement à ce qu'on peut appeler une fonctionnalisation de l'espace fluvial, c'est-à-dire de plus en plus à une pensée urbaine, que je formalise moi. C'est pas, je prends des sources et puis j'arrive à en faire une pensée urbaine qui considère que de plus en plus il faut aménager la ville en postulant une adéquation entre certains espaces et certaines activités. Alors que précédemment, dans le tableau que je vous ai dressé, on avait certes une organisation rigide, mais on avait une grande diversité des lieux d'implantation. Une fonctionnalisation donc de l'espace fluvial qui va se substituer à la densité sociale ancienne qui avait pour avantage de mêler tous les travailleurs et tous les consommateurs. Alors cette fonctionnalisation qui émerge donc au XVIIIe siècle est quand même une manière d'envisager l'organisation de la ville
qui va, à partir du XVIIIe siècle, et dès le XVIIIe siècle, j'insiste sur cette chronologie, donner naissance au fonctionnalisme, un fonctionnalisme qui a quand même marqué l'urbanisme français pendant ensuite plus de 2 siècles. Donc cette pensée urbaine émerge dès le XVIIIe siècle, bien avant, je dirais, notamment les interventions d'Haussmann. Alors, cette fonctionnalisation a 2 conséquences que je signalerai qui sont importantes. À partir du cas de l'île des Cygnes, qui est donc finalement un espace de repli des activités indésirables, on va assister à une urbanisation progressive d'une zone qui était jusque-là assez peu occupée. L'île des Cygnes se situe à peu près le long du quai d'Orsay. C'est une partie du 7e arrondissement actuel, autour des rues Saint-Dominique et autres rues qui ont, si vous regardez un plan de Paris, finalement, qui sont assez géométriques. Vous avez un plan en damier à cet endroit dans Paris, tout simplement parce que à partir de l'arrivée de ces activités diverses, vous allez avoir une fréquentation de plus en plus importante de cette partie de l'espace fluvial, donc un besoin de circuler, et donc un lotissement progressif et une viabilisation progressive de cette île qui va être rattachée donc, au début du XIXe siècle à la rive gauche, mais qui, en l'espace de 50 ans, va passer d'une zone considérée comme une zone dépotoir à une intégration dans le tissu urbain, en sachant qu'aujourd'hui, c'est quand même un des quartiers de Paris les plus cotés, et c'est même un des 2 secteurs sauvegardés que la capitale connaît avec le Marais. Donc voilà, là on a aussi la mise au jour d'une des modalités de la croissance urbaine et de la fabrique de la ville à partir de l'arrivée d'activités qui sont reléguées à la périphérie. Deuxième conséquence de ce mouvement d'éviction, et c'est important puisque j'ai parlé pour la scène d'un espace social, c'est que les résistances vont être telles qu'on va être obligé, dans certains cas, de remplacer les hommes. C'est le cas pour les tripiers. Ils refusent de quitter le site du Châtelet alors que le roi le leur ordonne à plusieurs reprises. Le roi va finalement accorder, vous voyez que c'est une affaire qui relève quand même de l'autorité royale, le privilège de la cuisson des tripes, puisqu'il fallait avoir un privilège pour exercer cette activité, à de nouveaux tripiers, c'est-à-dire qu'il va finalement renouveler les privilèges et que finalement le déplacement spatial se double d'un renouvellement social des hommes qui vont avoir en charge cette activité. Alors, j'ajouterai que les conditions de travail dans l'île des Cygnes vont être totalement différentes d'un travail qui était jusque-là familial, autour des échauddoirs à proximité du Châtelet. Je cite le descriptif donc, des 2 bâtiments qui sont construits dans l'île des Cygnes pour accueillir la cuisson des tripes. Les ouvriers seront tenus de se rendre à l'échauddoir au son de la cloche. On en fera l'appel. Les paresseux, ce texte date de 1780. Les paresseux, de même que ceux qui seront trouvés coupables de quelque négligence dans les diverses opérations dont on les aura chargés, seront soumis à une amende. Ces amendes formeront une masse qui sera distribuée à la fin de chaque mois à ceux qui se seront comportés sans reproche. On ne souffrira parmi les ouvriers voituriers et autres ni débauchés, ni ivrognes, ni gens de mauvaise conduite et malfamés. Ceux qui auront encouru plusieurs fois le blâme et la punition sans se corriger seront renvoyés. Donc vous voyez que là, on a une description de l'organisation de cette activité qui n'a plus rien à voir avec une activité familiale. On est plutôt dans une description d'une manufacture du 19e siècle, avec tout un système de primes, d'amendes et même un système collectif pour redistribuer le prix des amendes, et puis également une dénonciation du mauvais ouvrier qui est assez peu fréquente pour le 18e siècle. En tout cas, sur la scène, je n'ai trouvé que cet exemple-là. Donc, la sélection des ouvriers, de ceux qui sont maintenant considérés comme des ouvriers, passe donc par un renouvellement social intégral des tenants de cette activité. Enfin, 3e élément de cette transformation qui s'amorce au XVIIIe siècle, c'est bien sûr toutes les propositions, tous les projets en faveur de la promotion d'un espace fluvial qui dorénavant doit être un espace de circulation. J'ai dit qu'on voulait favoriser la navigation, mais on veut aussi favoriser la circulation terrestre. On veut que la circulation urbaine puisse se faire de la meilleure façon et de la façon la plus fluide sur les bords de la Seine. Alors, la floraison de projets auquel on va assister souhaite promouvoir donc un espace fluvial dégagé, embelli,
propres à la circulation fluviale et terrestre. Par exemple, on explique qu'en démolissant les maisons qui sont sur les ponts, on pourra bénéficier d'une vue sur la totalité du fleuve. Ce n'était pas possible, effectivement, précédemment. Alors, on va avoir des propositions qui permettent aussi de dédoubler, je dirais, les potentialités du fleuve, notamment par le recours au canal. Ici, un projet du Sieur Boisson qui date de 1710. Donc, on contourne la ville en créant un canal qui... Alors, il y a des variantes, c'est soit par le nord, soit par le sud. En général, ça va de l'Arsenal jusqu'à Chaillot. Et l'idée est donc de repousser, là encore, toute une série d'activités sur ce canal, les blanchisseuses. On aménage aussi un égout au moment où on aménage le canal et on démultiplie les lieux d'arrivée dans la capitale. Autre type de projet qu'on voit aussi fleurir à l'époque, c'est perfectionner la navigation en raccrochant les 3 îles à la rive gauche. Alors là, on est dans des projets qui, à mon avis, du point de vue technique, étaient assez peu réalisables. Mais les promoteurs de ces projets expliquent que non seulement on améliorera le courant dans le bras septentrional de la Seine, donc on améliorera la navigation, et puis on gagnera des terrains en plein centre de Paris qui seront ensuite lotis. Donc il y a aussi la perspective d'une spéculation immobilière qui est mise en avant par ces projets sur le fleuve. On a aussi des projets qui sont finalement simplement des anticipations de ce qui arrivera. C'est l'idée de pouvoir aménager des quais en continu le long de la Seine pour pouvoir circuler en continu, sans interruption, sur les quais de la Seine, ce qui suppose évidemment la destruction de toutes les maisons qui ont les pieds dans l'eau et qui sont encore nombreuses à l'époque. Alors, on proposera aussi d'aménager une gare d'eau à partir de 1762. Alors là encore, c'est un projet qui va susciter de très fortes résistances, qui va produire beaucoup de conflits, donc beaucoup de papiers. Le Parlement de Paris refusera le projet. Le roi sera obligé de retourner devant le Parlement et d'imposer le projet par des lettres de justion. Donc une affaire qui va être quand même très importante. L'idée est la suivante, c'est que cette gare d'eau, donc, qui est localisée sur la rive gauche, à peu près au niveau de l'hôpital La Salpêtrière, l'idée est donc de centraliser toutes les ventes dans cette gare d'eau, qui a donc plusieurs avantages. On débarrasse la ville de tous ces ports et de tous les bateaux qui y sont. On protège les bateaux, je vous ai parlé tout à l'heure de l'estacade et des débâcles de glace. Donc, on protège les bateaux puisqu'ils sont dans un bassin qui est à l'abri donc du cours du fleuve. Et on centralise toutes les ventes sur un seul point, ce qui permet évidemment au prévôt des marchands de mieux contrôler les arrivages et de mieux contrôler l'approvisionnement parisien. Alors, les implications sont évidentes. C'est la disparition du commerce fluvial que j'ai décrit précédemment et des métiers qui jalonnaient le fleuve. C'est la disparition de la densité sociale de la Seine. Alors, les marchands vont protester contre ce projet qui, effectivement, ne s'est pas fait. Pourquoi ? Quels sont leurs argumentaires ? Ils refusent de quitter leur port d'origine. Ils invoquent la mauvaise conception de la gare en expliquant que ça va créer des eaux stagnantes. Et donc là, il y a le spectre de l'insalubrité et quasiment du paludisme qui est invoqué et des maladies que la gare va diffuser dans la ville. Et puis, les marchands, là encore, c'est de bonne guerre, arguent des inconvénients pour la population parisienne, puisque finalement, tous les Parisiens seront obligés de se rendre sur ce seul point de la Seine, alors qu'auparavant, l'avantage, c'était cette diversité des points de vente. Alors, la gare ne sera jamais construite, mais ce qui marque quand même l'ampleur du débat, et c'est ce qui montre aussi la force des conflits autour des aménagements proposés sur la Seine, c'est que de nombreux plans de Paris, si vous en avez déjà vu ou si vous avez l'occasion d'en voir, postérieurs donc à 1762, figure cette gare. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'anticipation du dessin et du plan qui, finalement, figure une gare qui n'a jamais vu le jour. Il y avait aussi des obstacles financiers qui n'étaient pas insignifiants. Alors, la plupart des propositions qui émanent donc de particuliers, c'est important déjà de voir cette première strate de projet,
qui vise à dégager les quais, dégager les ponts, supprimer les maisons donc sur les ponts et les maisons qui ont les pieds dans l'eau, vont être reprises dans un plan général d'aménagement de la Seine qui est sanctionné par des lettres patentes le 22 avril 1769. Vous voyez, 20 ans donc, avant la Révolution française. Et ce plan général, qui est donc mis en forme par l'architecte de la ville qui s'appelle Pierre-Louis Moreau-Desproux. Ici, vous avez donc la page de garde, on peut dire, de la description de ce plan, qu'on a la chance d'avoir conservé donc, au manuscrit à la BNF, sous forme de plans aquarellés qui sont superbes, des images qui sont assez connues. Et donc là, on propose, à travers une trentaine d'opérations, voilà, j'ai représenté les lieux qui sont susceptibles d'être marqués par les opérations. On propose donc de sacrifier les maisons qui sont sur les ponts, d'aménager cette ligne continue de quais et de rendre plus viable toute une série de ports. L'objectif de ce plan est d'améliorer la circulation fluviale, la navigation fluviale et de parfaire l'esthétique en ouvrant la ville sur son fleuve. Il faut donc signaler que c'est le premier plan d'aménagement parisien à l'échelle de toute la ville. Auparavant, les projets urbains parisiens concernaient une place royale, un pont, mais c'est la première fois et c'est la Seine qui va servir donc finalement de colonne vertébrale à cette série de projets. Alors, le projet qui date de 1769 est une sorte de projet à venir. Il sera mis en œuvre à partir de 1786, donc une date qu'il faut noter, dans un contexte financier absolument déplorable pour la monarchie française et pour la ville. Et ce qui est prévu, c'est un emprunt de 30 millions de livres, emprunt qui sera versé dans les caisses du Trésor royal, et là on voit bien le subterfuge, c'est-à-dire que pour la monarchie c'est aussi un moyen de renflouer les caisses en 1786, puisque j'ai trouvé des lettres adressées à Necker par le prévôt des marchands qui lui va réellement engager les travaux, c'est-à-dire que dans un contexte financier déplorable, il y a une véritable volonté politique d'engager ces travaux, alors que la monarchie va se faire résister pour reverser les 3 millions de livres qu'elle devait reverser chaque année. Donc les maisons des ponts, le pont Notre-Dame, le pont Auchange et le pont Marie, vont être effectivement détruites entre 86 et 88, ce qui a pour conséquence la disparition de toutes les communautés qui étaient installées sur le fleuve, aussi bien ceux qui y habitaient que ceux qui y travaillaient. Et vous voyez combien la réalisation assez active de ce projet montre que cette nouvelle vision d'un espace urbain qui doit obéir à d'autres contraintes et à d'autres exigences était assez puissante à l'époque pour mettre en œuvre les travaux. J'insiste aussi sur cette chronologie, d'abord parce que assez souvent on trouve dans certains ouvrages sur Paris le fait que c'est la Révolution française qui aurait détruit les maisons sur les ponts. C'est-à-dire qu'au moment où on décapite aussi les ponts. Non, il y a une antériorité. Et puis, de façon plus significative, on voit bien que non seulement le XVIIIe siècle a conçu une pensée urbaine, qui va donner naissance au fonctionnalisme, mais elle a aussi, finalement, ce XVIIIe siècle a aussi mis en œuvre une série d'opérations qui donnent un nouveau sens à l'urbanisme et inaugurent des logiques qui seront évidemment reprises par le baron Haussmann au moment de l'haussmannisation, qui seront évidemment amplifiées grâce à toute une série de mesures, qu'elles soient d'ordre juridique ou technique ou financière ou administrative, que le XVIIIe siècle ne connaît pas, en tout cas dans les opérations qui m'ont intéressée. On assiste donc, dans les dernières années de l'Ancien Régime, à cette double remise en cause, à la fois la présence des Parisiens sur la Seine, et finalement un rejet d'un grand nombre d'entre eux, et puis la mise en œuvre de ces projets, par le biais donc de ce projet général à l'échelle de toute la ville. Alors, je terminerai en signalant tout de même, finalement, un certain nombre, à la fois de points qui montrent qu'il y a eu des résistances, c'est-à-dire que si la détermination politique était réelle, si la ville et le roi, je fais souvent intervenir le roi parce qu'en matière d'urbanisme, le roi a aussi des compétences, donc en fait, on trouve les deux autorités, d'où la diversité d'ailleurs des dossiers d'archives.
Donc, je signalerai à la fois la force des résistances et puis en même temps des éléments extérieurs à l'espace fluvial qui ont aussi accéléré cette mutation de l'espace fluvial. Alors, du côté des résistances, je dirais d'abord que c'est une chance pour les historiens que les acteurs, les Parisiens, les usagers du fleuve résistent, parce que ça produit non seulement de l'archive, mais ça permet aussi d'entendre ce qu'on a moins l'habitude d'entendre dans les archives, qui s'expriment moins communément par le biais de l'écrit. Alors, je prendrai simplement 2 exemples. J'ai parlé tout à l'heure des teinturiers sur la rue qui sont installés rue de la Pelletterie. Au moment où on va détruire leur maison, les choses se font dans la plus grande légalité, c'est-à-dire qu'ils sont expropriés, les locataires sont expulsés et on leur propose une indemnité de 6 mois de loyer. Et ces teinturiers vont réclamer des indemnités qui correspondraient à une sorte de préjudice lié à leur activité, en plus de l'indemnité d'éviction. Ils plaident en expliquant que leurs ateliers ne peuvent pas s'installer ailleurs, que ce ne sont point, disent-ils, des manufactures portatives et qu'ils ont absolument besoin du site où ils sont installés. En tout cas, ce qu'ils tentent aussi, c'est une opération, je dirais, collective, à laquelle le prévôt des marchands va répondre systématiquement en disant « je ne traite pas avec un collectif, je traite avec des usagers individuels ». On aura exactement la même démarche de la part des propriétaires des maisons du pont au change, qui vont, eux, avancer un autre argument. Ils vont expliquer qu'ils sont propriétaires des maisons qui sont sur le pont, soit parce qu'ils en ont hérité, soit parce qu'ils les ont acquises, mais qu'en tout cas, à l'origine, leur titre de propriété stipule qu'en 1639, au moment où le pont a été reconstruit, comme le roi de France, qui avait la charge de reconstruire ce pont, n'avait pas suffisamment d'argent, il a réussi à faire finalement reconstruire le pont aux frais des propriétaires des maisons. C'est-à-dire qu'en gros, le contrat qui a été passé, c'est si vous voulez reconstruire vos maisons, il y avait des maisons sur le pont qui s'étaient effondrées. Si vous voulez avoir l'autorisation de reconstruire des maisons sur les ponts, c'est d'accord, mais vous prenez à votre charge la reconstruction du pont. Et dans ces cas-là, les propriétaires de 1786 expliquent qu'ils se considèrent propriétaires collectivement du pont, et pas seulement des maisons, et qu'on ne peut pas les évincer de façon si facile. Alors, et la défense de la ville, là aussi, passera par une négation de la cohésion sociale que ces propriétaires essayent d'avancer. Alors, il y aura aussi des accélérateurs de cette disparition qui sont d'abord d'ordre politique. Dès le 14 juillet 1789, le dernier prévôt des marchands perd la vie, puisque Jacques de Flesselles mourra dès le jour de la prise de la Bastille. Et j'ai insisté sur l'importance de cette autorité municipale qui avait compétence sur le fleuve et qui incarnait finalement les intérêts fluviaux. La disparition du prévôt des marchands et les remaniements des institutions parisiennes qui vont suivre vont aboutir à la réorganisation, au-delà des péripéties de la Révolution française majeure, qui va être celle ensuite que le fleuve va connaître au XIXe siècle. C'est donc l'instauration des préfets. Et en 1801, Paris a le privilège d'être sous la tutelle de 2 préfets, le préfet de la Seine et le préfet de police. Ces 2 préfets vont dorénavant être compétents sur la Seine. Or, que constate-t-on ? On constate que cette dualité de pouvoir, donc qui met fin à l'unicité du pouvoir du prévôt des marchands, va désormais séparer ce qui, d'une part, ressort des activités, c'est le préfet de police qui s'occupe de tout ce qui est navigation, vente, installation sédentaire, alors que le préfet de la Seine s'occupe de tout ce qui est aménagement. Donc vous avez un divorce à partir du XIXe siècle entre, d'une part, les activités, d'autre part, les aménagements, ce qui finalement ruine un peu l'unité urbaine qui avait le privilège d'exister dans la main du prévôt des marchands. Il y a une dissociation entre les pratiques et les formes qui est finalement institutionnalisée. Alors, une remarque aussi qui fait le pendant de celle que j'ai faite à la fin de la première partie, qui était la présentation de cette diversité des usages, où j'avais dit qu'aucun document ne permettait de saisir la totalité de ces usages.
Au contraire, à partir du début du 19e siècle, le préfet de police va dresser régulièrement des enquêtes, recenser toutes les activités installées sur le fleuve, des inventaires qui sont donc mis à jour régulièrement, qui permettent de mieux répartir l'espace, qui permettent aussi de prélever des taxes de plus en plus importantes. Et en 1833, j'ai trouvé une grande lithographie qui fait plus d'1 mètre de long, qui s'intitule « Plan figuratif de la Seine à l'intérieur de Paris ». Le fleuve est divisé en 12 bassins, et là vous avez une description extrêmement précise des profondeurs, d'abord de l'aspect physique de la Seine, une légende extrêmement précise sur les installations qui subsistent. Mais ce plan, contrairement à celui que je vous ai montré et à tous ceux que j'ai trouvés pour le XVIIIe siècle, la ville a totalement disparu. On n'a que le fleuve, c'est-à-dire qu'on a une représentation figurée qui est entièrement centrée sur le fleuve et les installations qui subsistent sur l'eau, mais on n'a plus du tout de maisons ou d'activités qui seraient urbaines. Donc, le pendant de ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au XIXe siècle, on a une vue générale, une vue d'ensemble, une mise à plat des usages sur un plan, et on est donc dans une perspective totalement différente de ce qui existait au XVIIIe siècle. Alors, deuxième élément qui va aussi accélérer cette transformation, c'est la construction d'un réseau de canaux au nord de Paris. En 1802, on décide donc de construire le canal de l'Ourcq, et les 3 canaux parisiens feront la jonction donc au bassin de la Villette, que vous avez représenté ici dans les années 1810-1815 à peu près. Ces 3 canaux vont former donc un dispositif qui va court-circuiter la navigation fluviale dans la ville. Alors là, j'ai un plan qui est commode, qui date des années 1950, mais qui permet de bien voir comment ces 3 canaux s'articulent finalement avec la navigation fluviale. Et puis, il va y avoir donc un court-circuit, notamment, dans un premier temps, ce qu'on souhaite, ce à quoi on souhaite remédier, c'est le déficit de la navigation aval, qui est complexe à cause du méandre, à cause du halage dont je parlais tout à l'heure. Et on va donc finalement donner avec ce réseau de canaux qui est aménagé, alors qu'il était question de favoriser la navigation sur la Seine au détriment des établissements sédentaires, on souhaite aussi, avec ce réseau de canaux, qui lui-même fait jonction avec des canaux qui sont au nord et à l'est de Paris, donner une vocation nationale au fleuve. C'est-à-dire qu'on a réellement à la fois une perte d'identité urbaine par la disparition des activités et en même temps des projets d'aménagement fluviaux avec les canaux qui vont faire changer d'échelle les intérêts de la navigation fluviale. Alors, c'est un projet qui sera, je l'ai dit, très défendu par les ingénieurs des ponts et chaussées, qui sont les nouveaux maîtres d'œuvre sur la Seine à partir du début du XIXe siècle. Et vous voyez que la conséquence de la mise en place de ce réseau est d'abord le détournement du trafic parisien, la disparition progressive des ports de vente dans la ville, les quelques ports qui vont subsister, et qui vont surtout subsister à la périphérie de la ville, vont être des ports de déchargement, avec évidemment en parallèle un développement des marchés urbains dans la ville pour diffuser donc les provisions, et un développement autour du bassin de la Villette d'une zone commerciale et industrielle extrêmement active qui va donc centraliser les activités à la fois de déchargement, de vente et induire toute une activité industrielle importante dans la commune de la Villette. On a donc une économie fluviale qui, dorénavant, s'inscrit à une échelle qui est largement supérieure, enfin largement plus vaste que celle de la ville, une logique de flux, beaucoup plus que de commerce, et une disparition de toute une série de métiers impliqués dans le commerce fluvial. Enfin, dernier constat, c'est ce que j'ai qualifié de muséification de l'espace fluvial, qui évidemment était déjà un lieu d'implantation de toute une série de monuments majeurs de Paris,
Mais on peut considérer qu'avec la disparition des activités qui donnaient vie au fleuve et finalement l'éviction du commerce fluvial, à quoi va s'ajouter l'aménagement donc des berges du fleuve, on a une désincarnation progressive donc, des berges de la Seine, à laquelle va s'ajouter deux évolutions ultérieures, mais qui s'inscrivent bien dans cette logique de dévitalisation d'un espace urbain qui était un haut lieu de l'activité parisienne à tout point de vue. C'est d'abord dans les années 60 la construction des voies sur berge, hein, et il se trouve que postérieurement à cette enquête, j'ai eu l'occasion de voir un certain nombre d'archives concernant cette question. Il est vrai que dans ces années-là, la ville est livrée à la voiture, c'est-à-dire que beaucoup de projets et beaucoup d'aménagements sont centrés sur cette possibilité de faire pénétrer la voiture dans la ville. D'ailleurs, les canaux, notamment le canal Saint-Martin, a failli, hein, on a échappé de peu, devenir une autoroute urbaine avec l'idée donc de faire une jonction en couvrant le canal Saint-Martin, en faisant une autoroute de 2 fois 3 voies, c'est-à-dire 6 voies, faire une jonction entre ce qui était préfiguré dans un aménagement de la région parisienne, entre l'autoroute du Nord et l'autoroute du Sud. Hein, donc ça aurait permis de traverser Paris. Donc la construction des voies sur berge, qui, on s'en rend compte encore aujourd'hui, est une coupure supplémentaire finalement entre la ville et le fleuve, dans la mesure où la circulation automobile empêche tout simplement de fréquenter les berges du fleuve. Et puis, le classement par l'UNESCO aussi en 92 des berges de la Seine parmi le patrimoine mondial. Alors, ce classement a plusieurs fonctions. En ce qui concerne les berges de la Seine, il s'agissait justement de mettre en valeur tout le patrimoine, hein, qui jalonne les berges de la Seine. Parfois, ce classement a aussi pour objet d'aider certaines villes à aménager les sites en question. Pour Paris, ce n'était pas tout à fait le cas, mais enfin, c'était donc finalement une façon d'ériger les berges telles qu'elles étaient en 90 en forme de modèle urbain. Alors, pour conclure cette présentation, finalement, cette disparition des Parisiens sur la Seine a plusieurs significations. D'abord, c'est la perte finalement de spécificité d'un espace urbain qui se démarquait grâce aux activités qui s'y inscrivaient. À l'échelle de la ville, cette disparition coïncide avec une rupture définitive finalement entre les intérêts fluviaux et la ville. Dorénavant, on peut considérer que Paris va quasiment tourner le dos à son fleuve. En tout cas, les pratiques des Parisiens vont y être de plus en plus étrangères. Par contre, le fleuve conserve évidemment des usages. On pourrait plutôt parler d'une fonction, hein, puisque j'ai parlé du fonctionnalisme, c'est-à-dire une vocation nationale, hein, une voie de navigation, qui va d'ailleurs être, je dirais, stimulée par l'avènement du chemin de fer, c'est-à-dire qu'une fois que les canaux vont être aménagés, pour que la voie fluviale continue finalement à assumer notamment le transport des pondéreux, la Seine va connaître toute une série d'aménagements pour améliorer la navigabilité du fleuve, aussi bien dans la ville qu'aux abords de Paris, avec tout un système d'écluses qui va être aménagé, un approfondissement du lit, c'est-à-dire qu'on ne renonce pas à des aménagements fluviaux, mais ce sont des aménagements qui portent principalement sur l'amélioration de la navigation. Et puis le développement de sites périphériques, c'est-à-dire de sites qui, au début du 19e siècle, sont encore en dehors de la ville et qui seront ensuite annexés à Paris au-delà de 1860. On assiste aussi, je crois, avec cette observation et cette analyse de la transformation du rôle du fleuve à un exemple de la naissance de l'urbanisme parisien, avec la diversité des arguments qui sont invoqués, l'échelle aussi des projets, hein, qui se modifie très largement, et finalement la promotion d'un urbanisme urbain, hein, si on peut utiliser cette expression, coïncide avec la perte de vitalité humaine de l'espace concerné, comme si, à partir de cet exemple, on constatait une sorte d'antinomie entre aménagement et prise en compte des besoins humains. Je trouve qu'on peut méditer peut-être cette leçon que nous livre ce cas pratique.
Alors, j'insiste aussi sur le fait que cette évolution, que j'ai saisie donc sur plus d'un siècle, rappelle la nécessité d'aborder les transformations urbaines sur un temps assez long, éventuellement de privilégier une chronologie aussi propre à la ville. C'est vrai que les études d'histoire sont souvent, mais de moins en moins, systématiquement commandées par une chronologie qui serait peut-être davantage politique. Je crois qu'il faut, quand on aborde des phénomènes urbains, faire l'effort aussi d'essayer de penser, de concevoir une chronologie qui est propre aux phénomènes urbains. Alors, on peut aussi conclure évidemment sur les tentatives récentes à l'échelle de ce que j'ai présenté aujourd'hui, de reconquête finalement du fleuve contemporaine. Depuis à peu près une dizaine d'années, diverses initiatives de la mairie de Paris tentent de renouer finalement avec une forme d'épaisseur des pratiques citadines au bord du fleuve. Alors il n'est pas encore question de réinstaller tous les commerces et tout ce que j'ai présenté aujourd'hui, mais bon, on a réinstallé des piscines, on supprime la circulation automobile donc à certains moments. L'opération Paris-Plage commence, je crois, quand même à marquer les Parisiens et même tous ceux qui visitent Paris. Et d'ailleurs, elle s'inscrit à l'échelle de tout le réseau fluvial, puisque le bassin de la Villette fait maintenant partie de l'opération. Alors évidemment, c'est des occasions pour les Parisiens, je crois, de fréquenter à nouveau le fleuve d'une manière qu'on ne peut pas pratiquer couramment. Et reste à savoir, effectivement, si on peut considérer que la Seine va retrouver une identité urbaine à travers ces pratiques qui sont plutôt d'ordre ludique et temporaire. Ça, c'est une question à laquelle, à ce jour, je ne peux pas encore répondre. Voilà. Je vous remercie de votre attention.